Merci Isabelle de votre invitation. Bonjour à tous et à chacune. Non, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc ce sujet des portraits officiels de président, alors j'ai mis là un portrait d'un duc de Médicis juste pour piquer votre curiosité en attendant de commencer. Le portrait officiel du président de la République, c'est une tradition qui est quasiment ancrée depuis la création de la photographie. Et en fait, l'exercice que je vous propose, c'est de regarder ces portraits et de les observer et en fait de leur faire dire peut-être ce que, en tous les cas, le portraituré, le président n'a pas voulu dire, ce que le photographe n'a pas forcément eu en tête, ce que le service de communication n'a pas non plus eu en tête au moment de la photo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une photo est là, elle a un espèce de développement organique, elle a une vie propre qui dépasse complètement les vœux de celui dont on fait le portrait et de celui qui a fait le portrait, de celui qui a commandé le portrait. Et on peut l'observer dans toute l'histoire de l'art. À partir du moment où une image est là, il peut y avoir des décalages entre l'encodage qui a été fait, le message qu'on a voulu passer, et puis en fait le message qu'on va recevoir, que les gens vont lire, vont comprendre quand ils vont voir l'image. Donc c'est intéressant d'essayer de naviguer sur cette ligne de crête pour voir en fait les différences ou les similitudes entre encodage et décodage de l'image. Donc je vous le disais, le portrait républicain, il est né avec la photographie. Ici, vous voyez le premier président de la Troisième République, Adolphe Thiers, et c'est lui qui va lancer cette image, cette mode, qui va être inspirée évidemment des portraits de Napoléon. Notre patrimoine iconographique, il est puissant dans la mesure où il va inspirer les images qui vont être faites dans le temps qui suit. C'est-à-dire, il n'y a jamais de création ex nihilo, c'est toujours itératif et on s'inspire de ce qui a été fait par le passé. Donc, au moment de la Troisième République, un président de la République va s'inspirer d'un portrait napoléonien. Et de même que Napoléon, lui, s'inspirait des portraits de l'Ancien Régime. Puis, vraiment, il faut suivre cette généalogie. Et quand on observe les autres, toujours là, le dernier président de la Troisième République et puis le dernier président de la Quatrième République, vous voyez qu'ils se ressemblent tous, exactement la même posture, le même cadrage, avec une bibliothèque ou un lambris en fond, un livre ou pas, mais exactement la même façon de se tenir. Est-ce que, alors Isabelle m'a demandé comme on n'était pas très nombreux, que ce soit interactif. Est-ce que, à votre avis, vous reconnaissez la décoration qu'il porte? Voilà, exactement. Donc c'est la Grand Croix de la Légion d'honneur. Et c'est intéressant parce que si on a cette idée en tête de décoration de Grand Croix de la Légion d'honneur, on va voir comment ça évolue à travers les portraits. Et là, je vous propose de garder à l'esprit une phrase de Montaigne, des essais de Montaigne, parce qu'on va les retrouver aussi une seconde fois dans un autre portrait officiel, qui est celui de Mitterrand. Cette petite phrase qui sonne juste et qui est d'ailleurs en exergue dans les petits fascicules qu'on voit au musée de la Légion d'honneur. Vous voyez, le musée de la Légion d'honneur, il est juste en face du musée d'Orsay. Et donc là, je vous partage cette citation. « C'est une belle invention que d'établir certaines marques vaines et sans prix, donc voilà, un peu de ferraille et des rubans, pour honorer et récompenser la vertu. » Donc en fait, cette idée du symbole visible qui récompense la vertu et auquel on s'est beaucoup attaché par le passé et aujourd'hui fait vraiment partie on peut même dire de la condition humaine. Le désir de recevoir une récompense visible qui honore vos mérites aux yeux du monde. Et donc, cette idée de la récompense et du traitement honorifique, on va la voir liée au corps politique du président de la République. Donc, il va recevoir des décorations qui ne sont pas liées à sa propre personne et à ses mérites naturels, mais des décorations qui sont liées à sa fonction, de droit
il est Grand Croix de la Légion d'honneur. Donc, si on se souvient des circonstances de la 5e République, de son avènement, eh bien, c'est René Coty qui va appeler le général de Gaulle au moment des événements de la guerre d'Algérie, où en fait un gouvernement, il est impossible de constituer un gouvernement. Le dernier gouvernement radical est tombé, c'était Félix Gaillard, et le président de la République, René Coty, décide d'appeler le plus illustre des Français. Donc le côté charismatique du général de Gaulle est même invoqué par le président de la 4e République, et le général de Gaulle accepte en disant qu'il va refondre complètement, qu'il va demander les pleins pouvoirs pour refondre la Constitution. Cette Constitution de la 5e République, on le sait, elle n'est pas une surprise pour les Français parce qu'il l'avait déjà annoncé cet embryon de Constitution dans le discours de Bayeux en 1946, un exécutif fort. Il va lancer un mouvement politique RPF qui va lui servir de base pour rassembler des troupes au moment de l'élection à l'Assemblée nationale, une fois qu'il sera investi et élu président de la République. Donc, on voit que cette 5e République, on en annonçait les prémices dans le discours de Bayeux. De grandes turbulences agitent la République française avec ce qu'on a appelé les événements d'Algérie, mais en fait c'est la guerre d'Algérie, où les institutions sont extrêmement ébranlées. Il faut se souvenir du putsch des généraux. Enfin, vous imaginez, s'il se passait un putsch aujourd'hui, ce serait vraiment un choc culturel. Donc il faut se remettre en perspective. On était dans une situation extrêmement instable et une situation de guerre qui était, bon, pas comme en Ukraine, dans un autre pays, mais qui était sur le territoire français. On est encore dans cette idée de la France jusqu'à Tamanrasset. Donc, le général de Gaulle, une fois élu, se fait photographier par un photographe pas forcément inconnu, mais pas forcément connu. En tous les cas, il travaillait, un photographe sportif qui n'est pas resté à la postérité. Si je vous parle de Jean-Marie Marcel, je ne sais pas si vous le connaissez. En tous les cas, moi, je ne le connaissais pas. Il avait utilisé une nouvelle méthode avec des flashs qui étaient plus doux que les flashs au magnésium. Donc, c'est pour ça que le général de Gaulle lui avait demandé de faire sa photo officielle. Si on regarde ce tableau, parce que c'est vraiment une photographie qui est comme un tableau, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Par exemple, si on parle de son vêtement, quelque chose qui devrait... Quand je me suis aperçue de ce que je voyais, c'est un peu le jeu chercher Charlie, hein, mais si on reconnaît son vêtement, on pourrait être un peu choqué. Enfin, moi, j'ai été choquée une fois que je l'ai reconnu. Mais oui. Les épaulettes, donc. Tenue militaire. Donc, en fait, il se fait photographier dans son uniforme d'apparat de général de brigade. Alors que le président de la République est le chef des armées, mais le chef des armées n'est pas président de la République. Donc c'est vraiment extrêmement sacrilège au regard de la Constitution de la Ve République, qu'il ose faire, et que tout le monde, enfin que personne n'ait réagi, et qu'on ait accepté, que l'opinion publique ait accepté qu'il soit représenté dans son portrait officiel avec son uniforme de général de brigade. Donc évidemment, là, il a joué sur le charisme qu'il avait de libérateur de la France, de vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a vraiment surfé sur cette vague et sur cette notoriété qui faisait de lui un leader charismatique fondé sur des victoires militaires. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même tout à fait contraire aux valeurs et aux vertus de la Ve République qu'il a lui-même rédigée et portée. Ensuite, si on regarde toutes ces breloques,
Et alors, c'est amusant parce que ce portrait, on voit bien que c'est une photographie qui est ancienne parce qu'elle n'est pas très nette. Et même quand on regarde un exemplaire papier, c'est assez difficile de faire des gros plans. Si on regarde le collier qu'il porte autour du cou, est-ce que... bon, enfin, s'il y en a un de vous qui le reconnaît, je lui tire mon chapeau parce que en fait, moi, j'étais vraiment obligée de le regarder très précisément parce qu'on peut penser à un collier, mais en fait, ce n'est pas celui-là. À votre avis, qu'est-ce que c'est? On pourrait penser que le président suivant, c'est Pompidou, on pourrait penser qu'il porte le même collier que Pompidou. Et Pompidou a porté le collier de grand maître de la Légion d'honneur, puisque le président de la République, par sa fonction, et non par ses mérites, par son corps public, est le grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Eh bien, pas du tout. C'est pas du tout le collier de grand maître de la Légion d'honneur. C'est le collier de grand maître d'un ordre dont De Gaulle est le fondateur, qui est l'ordre de la Libération, l'ordre des Compagnons de la Libération. Donc, il a vraiment choisi de se mettre en valeur. En fait, c'est son corps privé, en fait, qui apparaît, qui donne le là à son corps politique, qui est celui de président de la République. Puisque l'ordre des Compagnons de la Libération, donc en fait, il a été créé dans une période extrêmement ténébreuse pour la France, parce que c'est en 1940, on est en plein dans la débâcle, et il va, par ordonnance, créer à Brazzaville cet ordre des Compagnons de la Libération. Il est extrêmement soucieux, en fait, de redonner du cœur à l'ouvrage, de ranimer la flamme et l'ardeur pour combattre les tragiques événements de la défaite. Voilà, et d'ailleurs, dans cet appel, il dit voilà, il faut contrer des gouvernements de fortune ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Donc là, c'est vraiment les phrases qui animent De Gaulle et qu'il fait apparaître dans ce collier de la Libération. Une fois alors je vous le montre ici, en plus gros plan, avec des couleurs vertes qui sont vert, symbole traditionnel de l'espérance, du noir pour rappeler les heures ténébreuses et tragiques pendant lesquelles il a été créé, et puis les fameuses croix de Lorraine. C'est un ordre qui est fort clos, c'est-à-dire qu'une fois que tous les compagnons de la Libération sont morts, il n'y en a pas d'autres, mais comme ça fait vraiment partie de la mythologie française, c'est la mythologie du XXe siècle, ça, les compagnons de la Libération. Parce que c'est, en fait, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment où la France était encore quelqu'un dans le concert des nations. Et donc après, il a fallu toujours se rattraper pour essayer de conserver à la France son rang qu'elle a avec son siège au Conseil permanent des Nations Unies. Mais c'est quand même un combat de chaque instant de garder et de conserver la grandeur de la France. Donc, pour que cet ordre des Compagnons de la Libération ne soit pas complètement éteint, en 2012, une loi a été votée pour permettre que des communautés, des villes, puissent être nommées Compagnons de la Libération. Donc, en fait, la communauté la plus connue, c'est l'île de Saint, parce que tous les hommes valides de 17 à 97 ans à l'île de Saint sont partis rejoindre le général de Gaulle à Londres. Il y a la ville de Grenoble, la ville de Nantes et la ville de Paris, et aussi en Vercors, Vassy-en-Vercors. Donc en fait, l'ordre des Compagnons de la Libération n'est pas complètement éteint, mais il n'y a plus, une fois que le général de Gaulle est mort, il n'y a plus eu de grand maître de l'ordre de la Libération, des Compagnons de la Libération. Si on regarde le fond, on voit qu'il est devant une bibliothèque. Alors, on pourrait penser que c'est une bibliothèque qui est dans le palais de l'Élysée. Non, pas du tout. C'est dans le bureau d'un conseiller où il y a une bibliothèque. Et donc, c'est cet endroit-là qui a été... Donc, ce n'est pas le bureau du président, hein. On n'est pas du tout dans la symbolique du bureau ovale comme aux États-Unis, mais cette bibliothèque, en fait, elle est absolument immuable. Là encore, elle fait partie de la mythologie de la Ve République. Et si vous voyez, il y a un livre à la verticale que vous voyez là,
Gardez-le en mémoire parce qu'on le retrouvera dans le portrait de Nicolas Sarkozy. Il met la main sur 2 ouvrages. Alors, le premier, c'est la Constitution de la Ve République. Donc, en fait, il est le créateur, le père de cette Constitution, il en est le gardien et il a la main sur elle. Voilà, donc là, il y a vraiment un geste et avec c'est ce qui donne, c'est un portrait très statique, mais avec en même temps une once de mouvement qui est donnée parce que son regard part d'un côté et la main est de l'autre côté. Donc en fait, il occupe l'espace, il regarde de l'avant en étant gardien de l'ordre gardien de la Constitution. Et dessous, il y a un autre livre qui est l'histoire de la Légion d'honneur de Monsieur Reynaud. Donc ça veut dire qu'il inscrit vraiment la Ve République dans des idées d'honneur et de patrie, de sacrifice dans la lutte. Enfin, c'est d'ailleurs l'ordre le motto de l'ordre de la libération, c'est vaincre. En servant la patrie, il a remporté la victoire. Donc en fait, l'idée de patrie, elle est très importante évidemment chez De Gaulle. Si on termine, donc vous voyez, c'est que ces postures qui sont très napoléoniennes, il y a quand même le cordon de Grand Croix de la Légion d'honneur, puisque de fait, en devenant président de la République, tout président est décoré de l'ordre de Grand Croix de la Légion d'honneur, et ensuite, on lui remet le cordon de grand maître de l'ordre. Donc là, vous voyez, il porte cette écharpe qu'on appelle un sash et cette plaque qui a un jargon chez les récipiendaires de la Légion d'honneur qui s'appelle le crachat. Donc en fait, c'est une plaque qui est couleur d'argent chez De Gaulle, mais après, elle va changer de couleur. Et on voit ici les branches de la Légion d'honneur avec l'émail vert. Et c'est la première fois, donc là je rappelle les ordres, chevalier, officier, commandeur, grand officier et grand croix. Donc le grand croix est le seul qui a ce sash. Et vous voyez dessous le petit ruban qui est utilisé lorsqu'on ne veut pas se promener avec cette grande étole. Et c'est ce que feront les présidents dans les années suivantes. Alors, à la même époque, nous avons aussi un général. C'est le général Eisenhower. Et donc là, on voit bien la différence de culture entre une culture américaine et une culture française. Puisque le général Eisenhower, il n'a pas besoin d'être solennel. Vous avez vu ce sourire éclatant. C'est vraiment une expression de la joie de vivre, de la confiance. C'est-à-dire que les États-Unis sont tellement puissants, ils n'ont pas besoin de paraître. Ils n'ont pas besoin de dire « regardez comme je suis sérieux, comme je suis grand, comme je suis noble ». Ils n'ont pas besoin de se battre becs et ongles pour garder la grandeur de leur nation. Ils le sont déjà. Donc puisqu'ils le sont déjà, il peut être assis un peu en travers sur la table. Il peut avoir les bras croisés. Alors la posture des bras croisés, c'est très américain. C'est la posture de pouvoir qu'on voit chez Superman, par exemple, beaucoup dans les dessins animés, et qu'on retrouve chez Eisenhower, avec un costume marron en plus. Marron, c'est pas du tout solennel comme couleur. Alors une autre différence qui est révélatrice de notre culture centralisatrice, c'est-à-dire que à la documentation, aujourd'hui sur le site internet, avant qu'il y ait un site internet à la documentation française, on a tous les portraits officiels des présidents français. C'est très facile à trouver. Et j'ai fait l'exercice pour les présidents américains, parce que, en fait, comme une innocente, je pensais que tous les portraits étaient affichés sur le site de la Maison-Blanche, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais quand j'ai travaillé sur ce sujet à l'occasion de l'élection du président Donald Trump, on ne voyait pas sur le site de la Maison-Blanche l'historique, la généalogie de tous ces portraits. Aux États-Unis, la tension fédérale est moins forte
que celle des États. Il y a toujours une tension en fait entre le gouvernement fédéral et la légitimité qu'on tient de son État. Et donc, chaque président, à sa mort, se voit construire une bibliothèque dans son État de naissance. Et en fait, c'est cette bibliothèque qui est le cœur nucléaire de ces archives. Donc, en fait, les portraits officiels des présidents, ils sont gardés dans ces bibliothèques. Donc, on se retrouve en fait avec une dispersion des sources pour savoir mais quel est le portrait officiel? Puisque si on arrive avec un regard de français, on dit, bon, moi, il me faut le portrait unique, le seul portrait officiel. Et là, on découvre que non, il n'y a pas un seul portrait officiel. Il y en a plusieurs, et puis en fait, on peut les choisir, et ça dépend. Et puis même un conservateur de bibliothèque, vous voyez, par exemple, ces deux-là, parce que j'ai parlé au conservateur de la bibliothèque de Eisenhower, il dit, ah, mais en fait, non, il y avait ces deux portraits-là. Donc, on n'est pas du tout dans la même perspective. Mais là, ce qui est vraiment le plus intéressant, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même deux généraux quasiment du même âge, contemporains, deux généraux victorieux et deux généraux qui incarnent le corps politique de leur pays. Et avec un général de Gaulle qui a besoin de s'appuyer sur son charisme militaire et un général Eisenhower qui est tellement puissant que lui, il n'en a pas besoin. Hypertrophie des signes chez de Gaulle, hypotrophie des signes chez Eisenhower. Là, je reprends une expression d'un de mes professeurs, Christian Monjou, qui avait cette formule que je trouve extraordinaire, donc je la partage avec vous. Donc oui, alors cette posture de la main croisée, des bras croisés, c'est assez rare en France. Vous voyez, cette petite sculpture en bronze de Napoléon Ier, elle est unique. Enfin, je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'exemples d'hommes politiques, d'hommes de pouvoir dans l'Ancien Régime ou au cours des républiques qui se sont succédées, avec les bras croisés. C'est une posture qui est beaucoup plus américaine. Et là, vous voyez, c'est une sculpture assez récente. Enfin, le temps passe, 2010, mais vous savez qu'à Washington, D.C., il y a un grand jardin, un grand espace avec ce qu'ils appellent les memorials. Donc, en fait, des bâtiments, des sculptures qui rendent hommage au président des États-Unis. Donc, en fait, ce monument a été élevé de façon assez récente, uniquement en 2010, dans le sein de la zone consacrée au président des États-Unis, donc où on a intégré Martin Luther King. Donc c'est vraiment une grande marque de reconnaissance des États-Unis pour l'œuvre de Martin Luther King, et il est représenté avec les bras croisés. Même époque, des contemporains de Gaulle, Kennedy. Alors là, Kennedy, c'est vraiment, enfin, ça fait penser à une photo de passeport, une photo d'identité. Là, il n'y a absolument rien qui dénote qui puisse comprendre son corps politique. Il n'y a pas de drapeau, pas de décoration, pas de décor, rien qui ressemble au bureau ovale ou à la Maison Blanche. Donc, chez les Américains, on est vraiment en face de portraits de gens qui n'ont pas besoin d'artifice pour dire leur pouvoir. Ils se suffisent à eux-mêmes. Et là, on continue avec Johnson. Donc, vous avez vu la longévité de Gaulle, tous les présidents américains qui sont passés pendant qu'il était au pouvoir. Alors, lui, Johnson, il commence à utiliser le décor. Et pourquoi, à votre avis? Enfin, je vous partage ce que je pense. C'est une intuition que j'ai, mais je l'ai lu nulle part. Est-ce que Johnson a été élu? Ben non. Comme en fait, l'assassinat de Kennedy a fait qu'en fait, il a été propulsé de vice-président à président.
Donc en fait, il n'avait aucune... dans un ticket, on élit surtout le président et le vice-président, il a quand même peu de chances d'arriver au pouvoir. Donc en fait, ce monsieur, il n'était pas du tout destiné à devenir président des États-Unis. Donc, il s'entoure de signes du pouvoir. Donc en fait, c'est toujours ce balancement. En fait, moins j'ai de légitimité, plus je vais en montrer. Donc ici, il est entouré de 2 drapeaux. Alors, un drapeau qui est moins connu à droite, c'est le drapeau du président américain, ce que nous n'avons pas en France. Un drapeau qui est vraiment lié au président. C'est-à-dire que dans un bâtiment où il va faire une conférence, être là, on va le pavoiser avec le drapeau du président. Dans les cortèges officiels, sur sa voiture, vous savez, il y a des petits fanions, et là, il va avoir aussi son drapeau. Et de l'autre côté, le drapeau des États-Unis. Mais dans les 2 cas, il a la même posture, agrippé derrière une chaise, comme s'il avait besoin de se soutenir dans cette lourde tâche qui lui tombait sur le dos. Et il a une petite décoration sur le côté. C'est une décoration de la valeur militaire qui s'appelle la Silver Star, je crois. Et qui montre qu'il a participé à des actions militaires. Oui, c'est bien ce que je vous disais, la Silver Star. Donc, et c'est le seul président des États-Unis à porter une décoration militaire depuis 1958. Je n'ai pas vérifié sur les autres portraits de présidents, mais en tous les cas, pour les contemporains de la Ve République, c'est le seul et unique. Et évidemment, cette décoration a été très controversée, puisque, en fait, il y a tout un pan de la recherche qui affirme que, en fait, c'est dans le cadre de tractations entre Eisenhower et Johnson, enfin, qu'il aurait obtenu cette décoration. Donc, on voit un décor qui est lié à un manque de légitimité. Alors, nous avons maintenant notre Georges Pompidou. Alors, Pompidou, il est vraiment très napoléonien. Là, dans ces portraits de Napoléon que je vous ai montrés tout à l'heure, je ne sais plus où ils étaient. On le voit avec cette posture, le regard lointain, la main sur la table. Alors, ce qui est intéressant ici, et ce n'est pas parce que c'est une vieille photo, c'est que le fond de la bibliothèque, qui est la même bibliothèque que De Gaulle, le fond de la bibliothèque est flouté. Et alors, je ne sais pas si c'est par hasard, mais en tous les cas, je ne sais pas ce qui a été encodé, mais nous, ce qu'on peut décoder, c'est que Pompidou, lui, il n'a pas besoin des livres, parce que tout le monde sait que c'est un grand intellectuel, tout le monde sait que c'est un normalien, tout le monde sait que c'est un agrégé de lettres classiques. Donc, en fait, il n'a pas besoin de montrer qu'il est cultivé, puisque, en fait, il est la culture. Il est la connaissance, il est le savoir, c'est vraiment toute la tradition du hussard noir de la République, de l'enseignement, de cette exigence, de cette rigueur. Donc, cette bibliothèque floutée, elle est la preuve qu'il n'a pas besoin du support des livres pour asseoir sa légitimité. En revanche, lui, qu'est-ce qu'il va porter comme décoration? Alors, autour du cou, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Voilà, le collier de grand maître de la Légion d'honneur. Donc, lui, autant De Gaulle a fait de la pub pour son ordre à lui, celui que j'ai créé. Enfin, il était vraiment très, très, très rempli de lui-même. Hein. Donc, ma constitution, mon collier de l'ordre de la libération. Le président Pompidou, lui, il va vraiment porter le collier de Grand Croix de la Légion d'honneur, et c'est le premier et dernier président de la Ve République qui va le porter. Parce qu'après, ce sera remis dans le cadre d'une cérémonie, mais comme si c'était, je sais pas, un objet trop ritualisé, mais les présidents ne le porteront plus autour du cou. Il porte aussi le sash de Grand Croix de la Légion d'honneur,
Et comme vous voyez, le crachat, là, le badge, il a changé de couleur. Chez De Gaulle, il était argenté, et là, il devient doré. Alors, pourquoi est-ce qu'il devient doré? Parce que dessous, vous voyez un autre badge. À votre avis, ça peut être lequel? Mais en général, les gens font beaucoup d'efforts pour avoir cette décoration. Et elle est plus facile à avoir que la Légion d'honneur. D'ailleurs, vous tous, vous pourriez l'avoir. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est l'ordre du mérite, et c'est l'ordre du mérite qui avait été créé par le général de Gaulle. Parce qu'il y avait une inflation des décorations. Je ne sais pas si vous pensez à la pièce de théâtre, là, les pattes de Monsieur Schutz, enfin les pattes académiques. Enfin, il y avait les petits poireaux pour le mérite agricole. Enfin, il y avait une inflation de décorations qui perdait en valeur. Et donc le général de Gaulle a voulu réenglober tout ça dans une décoration unique qui serait le mérite national. Et le mérite national était plus facile à obtenir que la Légion d'honneur, parce qu'en fait, il fallait moins d'années pour l'obtenir, moins d'années de bons et de loyaux services pour l'obtenir, pour des gens plus jeunes, dans des domaines autant civils que militaires. Et le général de Gaulle il était très fier donc de cet ordre de la Libération, mais il était aussi très fier d'avoir conçu l'idée de l'ordre du mérite national. En fait, c'est toujours l'idée de créer l'harmonie, de rassembler, de faire en sorte que tout le monde puisse participer. Et puisque depuis Montaigne, on sait l'importance de ces symboles vains, mais qui sont importants pour reconnaître la vertu des citoyens. Et donc là, vous voyez le collier de la Légion d'honneur. Et oui, alors, donc je vais revenir, je vais vous montrer voilà, cette cérémonie de la remise de l'Ordre national du mérite aux vainqueurs des Jeux olympiques aux Jeux d'Innsbruck. Vous voyez, on voit la brochette des champions avec la décoration du mérite national. Et on voit d'ailleurs à quel point le général de Gaulle est grand sur cette photo, puisqu'il dépasse d'une large tête tous les athlètes. Et vous voyez, autant la Légion d'honneur, il n'y a pas les mêmes couleurs, c'est dans les bleus. Donc on voit que le Georges Pompidou rend hommage au général de Gaulle en portant le badge du mérite national. Donc c'est toujours une filiation entre le passé et le présent. Et là, nous découvrons donc ce collier de la Légion d'honneur, puisque on ne l'a pas vu sur le portrait du général de Gaulle. C'est Napoléon qui a créé cette décoration, toujours dans l'idée parce qu'à ce moment-là, il était au consulat et il avait quand même l'idée qu'il se préparait à un avenir glorieux comme empereur. Donc en fait, il voulait préparer des ordres quasi aristocratique, en tous les cas dans la filiation de ce qui se faisait dans l'Ancien Régime, pour recréer en fait une noblesse d'empire. Et la Légion d'honneur, c'était vraiment la décoration ultime, et donc ça participait de ce désir de création d'une nouvelle aristocratie, où on allait reconnaître le seul mérite. Donc le grand changement, c'est la disparition de l'hérédité. C'est la reconnaissance des mérites civils ou militaires et des mérites individuels. Donc c'est à la fois, vous voyez, recréer quelque chose qui ressemble à l'Ancien Régime avec des fondements qui sont complètement différents, puisque c'est uniquement centré sur le mérite. Donc reprendre pour faire quelque chose de différent. Voilà, je vous ai mis cette photo du premier collier de la Légion d'honneur qui a été faite sous Napoléon. Et ce portrait de François Gérard, où on voit Napoléon portant le collier de la Légion d'honneur, vous voyez avec la flèche ici, vous voyez, qu'on voit. Et donc là, il s'inspire évidemment l'ordre du Saint-Esprit qu'on voit ici. Vous voyez, ça c'est un portrait de Louis XVI. Et si je fais un gros plan, on voit ici cet ordre avec la colombe du Saint-Esprit. Donc la Légion d'honneur, c'est le premier ordre en France
qui n'a aucune connotation religieuse. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Le mérite individuel et le vrai début de laïcité, en fait. Il y a pas de, le religieux n'est pas convoqué dans la récompense du mérite. Monsieur Nixon, alors, lui, non, c'est pas Nixon. Est-ce que c'est Nixon? Oui, c'est Nixon. Alors lui, il a un drapeau qui est complètement flouté derrière lui, mais on reconnaît quand même les images du drapeau républicain, enfin du président des États-Unis, et puis derrière le drapeau du pays. Et il est peut-être flouté derrière, mais il est précis devant, parce que vous voyez, il a le petit drapeau américain qui est sur son revers de veston. Et lui, il ne sourit pas. Peut-être qu'il avait déjà les prémices du Watergate en tête et qu'il savait que ça se terminerait mal. Alors maintenant, nous arrivons en 1974 avec le président Valéry Giscard d'Estaing. Donc là, en matière de Légion d'honneur, qu'est-ce que vous voyez? Pardon? Voilà, juste la petite barrette. Donc en fait, on est vraiment... Oui. Exactement, vous avez tout à fait raison. En fait, Giscard, c'est la modernité. C'était son grand cheval de bataille. Je ne sais pas si vous vous souvenez du rapport Norin-Minck sur l'informatisation. Donc c'est vraiment l'idée que c'est un nouveau souffle, un nouvel élan. Et dans sa photo, il va justement passer ce message-là. Il y a une rupture totale entre la façon dont il se présente et puis les portraits de ses prédécesseurs. Et en fait, c'est exactement ce qu'il veut encoder et qui doit être décodé. Alors d'abord, ils étaient tous à l'intérieur. Lui, il va, on ne sait pas où, mais on pense que c'est à l'extérieur. Et il est complètement dans la Constitution, puisque en fait, il est juste devant le drapeau français. Le drapeau français, c'est vraiment les premiers articles de la Constitution de la Ve République. La devise, le drapeau. Il est à moitié souriant, un demi-sourire. Ce n'est pas le franc sourire d'Eisenhower, c'est un demi-sourire, parce qu'on voit ces petites quenottes là devant. Et et vous voyez que le drapeau n'est pas un drapeau droit. Donc on peut imaginer, comme les rayures sont de travers, on peut imaginer qu'il y a un vent qui souffle. Et si un vent souffle, c'est évidemment le vent de la modernité. Et alors, cette idée de la modernité, parce que c'est vraiment le mot que Giscard voulait qu'on associe à son septennat, cette modernité, ce n'est pas du tout un concept américain. Parce que les Américains, ils sont modernes par essence. Donc, il n'y a jamais un président des États-Unis qui a développé un discours rhétorique autour de la modernité, parce qu'ils sont modernes. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de pas mal de recherches de chercheurs en sciences politiques, justement, sur cette approche de la modernité qui est absolument française et pas du tout américaine. Donc là, on a ce vent qui souffle avec les rayures qui sont de travers. Alors l'idée de la rayure, puisqu'en fait chaque image, elle est le résultat d'un état d'esprit, de l'ère du temps. Et alors l'ère du temps, c'était, alors attendez, évidemment Daniel Buren, qui commençait à faire ces images à partir de rayures. Donc en fait, la rayure, c'était vraiment un thème qui commençait à devenir très à la mode. Et donc, on la retrouve dans le vent qui flotte dans ce drapeau derrière le président Giscard d'Estaing. Alors, lui, il a abandonné, parce que modernité, simplicité, jeunesse,
je suis encore en âge d'avoir des enfants, puisqu'il s'est beaucoup présenté dans sa campagne électorale entouré de ses filles. Donc, et il abandonne les flonflons du grand décorum. Il dit, je suis jeune, alerte, moderne, agile, et je n'ai pas besoin. Et moi, et donc là, c'est là qu'il a cet esprit qu'on pourrait presque dire américain, en disant, mais moi, je n'ai pas besoin de décorum pour affirmer ma légitimité. Je n'ai pas besoin du collier de grand maître de la Légion d'honneur, et c'est pour ça qu'il le réduit à sa plus simple expression. Et il a donné le ton et le là, et maintenant, plus aucun président ne porte ce collier de grand croix de la Légion, de grand maître de la Légion. Donc là, il est grand croix de la Légion d'honneur, hein, grand croix, et il ne porte pas le collier de grand maître. Avant, il portait le sash de grand croix. Là, à la place du sash, toute petite bande et la petite rosette. Et évidemment, il ne porte pas le collier. Et le collier, maintenant, alors c'est une capture d'écran que j'ai fait sur Internet, la chaîne publique Sénat. Et là, on voit le président Macron qui reçoit le collier qui a été porté par Pompidou. Donc, on est vraiment... Maintenant, ce collier, il est complètement ritualisé. Et, il n'est même plus touché. Vous voyez, on lui présente sur un coussin. Il n'y a même pas 30 secondes où on va lui remettre, lui passer autour du cou. Le président va le recevoir avec les paroles rituelles. Et puis après, l'enlever et le reposer sur le coussin. Maintenant, ce collier, c'est un objet de musée. Et cette cérémonie, je l'ai regardée. Vous voyez, j'ai la capture d'écran, c'est 1 minute 04. Donc, c'est vraiment fait en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Donc, on se rend bien compte que ce n'est plus aussi important dans la culture contemporaine. Le photographe qui a pris la photo de Valéry Giscard d'Estaing, eh bien, c'est Jacques-Henri Lartigue. Donc là, ce n'est pas par hasard. Autant pour Pompidou et De Gaulle, on avait des photographes journalistes connus sur la place, mais en tant que bons professionnels, mais pas du tout des gens de renommée internationale. Jacques-Henri Lartigue, il a eu une rétrospective au MoMA, donc au Musée d'art contemporain de New York. Donc c'est vraiment la gloire française de la photographie. Et les années 70, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vraiment quand même l'époque où la photographie accède à la reconnaissance d'un art à part entière. C'est vraiment les années 70, c'est le temps de la photographie reine. Donc Giscard d'Estaing a choisi, pas n'importe qui, mais il a choisi Jacques-Henri Lartigue pour faire son portrait officiel. Donc, on va parler de ce portrait parce que c'est le portrait du président, mais on va en parler aussi parce que c'est une œuvre de Jacques-Henri Lartigue. Donc, ça, c'est un calcul qui est extrêmement banal. Je pense, par exemple, au cycle de Marine Médicis qui est exposé au Louvre de Rubens, où elle, sur la énorme 24 tableaux, où elle raconte sa vision de sa régence. Mais là encore, c'est un contrat gagnant-gagnant, parce que Rubens travaille pour la reine de France et la reine de France travaille pour Rubens. Et Rubens, c'était la rockstar de l'époque. Donc, en s'alliant avec quelqu'un d'une notoriété aussi grande que la vôtre, eh bien, en fait, on décuple à la fois sa légitimité et sa notoriété. Donc voilà une œuvre de Jacques-Henri Lartigue, donc, qui avait commencé sa carrière bien longtemps avant. Monsieur Ford, Gerald Ford, alors là encore, le vrai président américain, mais jamais on verrait, enfin je veux bien parier un carambar avec vous, mais le jour où on verra un président français de la Ve République avec une posture comme celle-là, ben, ça me paraît impossible, parce que c'est tellement pas dans la culture française. Donc là, la position de pouvoir, les bras croisés, on dit que ce sont les orang-outans qui font ça avec les bras croisés, puis après ils se frappent sur la poitrine pour impressionner les autres mâles. Il est aucune décoration, pas de drapeau, pas de croix de valeur militaire, un sourire, je peux sourire, je suis puissant, je suis légitime, donc je peux me permettre d'être souriant.
Et derrière lui, les deux drapeaux qu'on reconnaît, le drapeau des États-Unis et le drapeau du président. Quand on continue avec Jimmy Carter, alors là, c'est un sourire encore plus, le sourire Colgate. Est-ce qu'on verrait un président français sourire avec autant de naturel et de franchise? Je pense qu'il y a toujours une suspicion vis-à-vis du peuple. Le peuple, un enfant rebelle qui ne fait pas vraiment ce qu'on veut, une tradition révolutionnaire en France. En fait, en France, on se méfie du peuple parce que le 19e siècle est un siècle de révolution sanglante. Enfin, il faut vraiment qu'on se souvienne de cette histoire parce que tout le 19e siècle, entre les Trois Glorieuses en 1830, ensuite 1848, 1870, la Commune. Donc en fait, Paris est une ville de combat, est une ville de sang, est une ville de mort. Donc cette tradition révolutionnaire qui est là dans les veines françaises, il ne faut pas la nier, il faut la reconnaître. Donc le corps politique peut avoir des raisons d'être de se montrer très digne, très droit, d'être la vraie incarnation d'un pouvoir très sérieux. Le président des États-Unis, bon, ils se font assassiner de temps en temps, mais enfin plus très, mais ils ont quand même une certitude de leur pouvoir qui leur donne la possibilité de sourire avec cette candeur extraordinaire. Et lui, d'ailleurs, qui n'était pas du tout un intellectuel, il se montre devant des livres, il devait trouver que c'était décoratif, mais il n'a pas le drapeau des présidents, il se contente du drapeau américain. François Mitterrand. Bon, alors là, les grands changements. Assis. Alors, le fait qu'il soit assis, c'est vraiment très amusant. C'est vraiment très amusant. Bon, d'abord, il est assis dans la Constitution. Ça veut dire que la Constitution de la Ve République, écrite par De Gaulle et pour De Gaulle, qui a ensuite eu des présidents uniquement de droite, la Constitution est suffisamment solide pour survivre à l'alternance politique. Et donc là, il est vraiment assis dans la place. Alors que il s'est opposé de façon extrêmement virulente à cette constitution de la Ve République, avec un exécutif qui était trop fort, il a été en combat permanent avec De Gaulle. Donc en fait, pour lui, la constitution de la Ve, c'est un coup d'État. Il a écrit, diffusé, il s'est battu, c'était le cœur de son combat politique. Mais une fois qu'il a été élu, il n'a pas du tout dit non, mais ce coup d'État permanent, j'y mets fin, on va écrire une autre constitution. Et il s'est vraiment installé dans la place. Donc cette façon d'être assis est extrêmement significative. Alors lui, évidemment, il est bien français, il ne sourit pas, il est très sérieux, évidemment, et il doit l'être, puisqu'il faut qu'il puisse montrer que l'alternance est possible. Cette constitution dessinée par De Gaulle, pour des présidents de droite, elle va très bien convenir à la gauche socialiste. Donc il s'assoit, il ne sourit pas, et il regarde droit dans les yeux. Alors lui aussi, il a abandonné le collier de Grand Croix de la Légion d'honneur, le collier de grand maître de la Légion d'honneur, et il a abandonné le sash et le badge de Grand Croix. Il ne porte que la petite rosette. Il tient à la main un livre. Alors, en général, quand on lit, c'est une activité plutôt privée. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que son corps public, son corps politique, est représenté dans une activité privée. Il est en train de lire un livre, mais malheureusement, est-ce qu'il se moque de celui qui regarde le portrait? Il est en train de lire, donc vous me dérangez, je suis en train de lire, mais je vous regarde quand même.
et on ne sait pas ce qu'il est en train de lire. Donc, on ne peut pas participer à la conversation ou à l'échange. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce livre? Alors, on sait parce que la documentation française a une information et a été autorisée à donner l'information au bon peuple, si on voulait savoir ce que le président lisait. Eh bien, il lit les essais de Montaigne. Et il a même précisé, alors cette histoire de livre, c'est important parce que dans les portraits officiels du président Macron, il y a aussi des livres. On ne voit pas les titres, mais on s'est bien arrangé pour que chacun sache quels étaient les livres qu'il avait mis sur la table. Donc en fait, il y a des messages qui passent à travers le livre. Et là, le livre, c'est un passage des essais de Montaigne dans la lettre à Raymond Sebon, qui dit que sais-je. Voilà, c'est la partie où il dit, où il écrit que c'est le chapitre 12 du livre des essais de Montaigne, et c'est l'apologie de Raymond Sebon. Et il montre comment la raison humaine est sujette à l'erreur. Donc en fait, si on sait exactement ce qu'il est en train de lire, que sais-je, l'idée du doute, est-ce que je me trompe, je cherche, c'est un message qui est complètement différent de cet homme très bien installé qui a l'air tout à fait sûr de lui. En fait, pas du tout. À travers cette citation de ce livre ouvert, il est en train de dire que l'exercice du pouvoir est difficile et que il va essayer de faire de son mieux, mais il va sans doute commettre des erreurs. Donc il y a vraiment un décalage entre le texte lu et l'image qui est donnée. Alors, à votre avis, quel genre de photographe il a choisi? Photographe sportif comme De Gaulle, qui ne prêtait pas du tout attention, ou est-ce qu'il a suivi la tradition lancée par Giscard d'Estaing? C'était pas encore lui, mais lui, il a choisi une autre dame très connue, qui s'appelle Gisèle Freud, alors que je vais vous mettre ici. Voilà, Gisèle Freud, d'origine allemande, et qui est vraiment la photographe des intellectuels. Donc les portraits de Simone de Beauvoir, de André Gide, André Malraux, ce sont des portraits de Gisèle Freud. Donc, et on sait quelles étaient les prétentions intellectuelles de François Mitterrand. Et d'ailleurs, il a repris la même thématique que Georges Pompidou. Georges Pompidou, qui est l'incarnation du savoir, un agrégé de lettres classiques, professeur à Henri IV. C'est ça de Pompidou avant d'être un banquier chez Rothschild. Donc, et qui avait une bibliothèque floutée derrière lui, puisqu'en fait, il incarnait la recherche permanente, le désir de connaissance, la quête de savoir. Donc, Mitterrand, il suit les traces de Pompidou avec sa bibliothèque qui est floutée. Et le gros plan qui est sur le livre de Montaigne, que sais-je. Gisèle Freud, elle est vraiment, ça veut dire que comme Gisèle Freud n'a jamais fait des portraits de gens qui n'étaient pas intéressants et des gens qui sont connus pour être vraiment des stars des intellectuels, le fait que Mitterrand se fasse photographier par Gisèle Freud, c'est vraiment se placer dans la même catégorie que Malraux, que Gide et que Simone de Beauvoir. Ni moi, je fais partie de la même tribu. Nous sommes dans le même club. Donc, je suis vraiment un homme très bien. Le choix de Gisèle Freud est vraiment extrêmement calculé. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit assis, là, je vous montrais les affiches de la Force tranquille, ça va vraiment bien dans le cadre de cette assise très ferme, très stable sur son fauteuil. Je suis fort, je suis tranquille, je suis assis, vous pouvez me faire confiance. Alors, on rebondit avec Ronald Reagan. Alors là, encore, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas un président de temps en temps, c'est vraiment une constante. Le président américain, il sourit. Pas chez Trump, hein, mais le président américain, il sourit.
il est même hilar, Ronald Reagan. Et comme vous voyez, je vous ai mis plusieurs photos. Parce que quand on appelle la bibliothèque Ronald Reagan, on dit « Ah, mais on ne sait plus très bien, il y en avait plusieurs. On m'a envoyé 15 photos. » Alors, j'ai choisi celle que je préférais. Mais vous voyez, ce n'est pas des photos prises le même jour. Les cravates sont différentes. Donc là, lui, il a mis un bureau, son bureau, drapeau du président et drapeau des États-Unis, quelques plantes vertes et l'ouverture vers l'extérieur avec la fenêtre. Donc ça, c'est aussi très nouveau. C'est-à-dire que je suis l'ouverture sur l'avenir, c'est l'ouverture sur l'ailleurs. Je ne suis pas complètement enfermée dans ma sphère. Je suis ouvert au bruit du monde. Je suis sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que, ça fait 1 heure que je parle, 1 heure, enfin quasiment 1 heure, est-ce que vous avez des remarques, des questions parce que j'ai à dessein que je vous ai parlé des présidents qui sont dans notre histoire de la Ve République, parce que en fait, les photos qui sont plus récentes, elles sont tout à fait présentes dans vos mémoires. Mais on peut les passer assez rapidement si vous voulez. Je continue? Oui? Oui? Non? Oui? Bon, alors là, bon, la bouche, vous voyez, hyper souriant. C'est vraiment une constante. Regardez, je suis rigolo, je vous regarde, la vie est belle. Demi-sourire de Jacques Chirac. Demi-sourire de Jacques Chirac. Donc là, alors lui, il a bien compris la leçon. En fait, toute l'idée, c'est à la fois je fais différent et je fais pareil. Je m'inscris dans une généalogie. Donc lui, il a fait appel à Bettina Reims, grande photographe, par exemple, vous voyez, et une photographe très toujours limite. Vous voyez, elle s'était rendue célèbre dans les années 90. Les années 90, c'est une époque où l'homosexualité, c'est beaucoup moins à la mode, la transsexualité, ça n'existe pas, enfin, on ne sait pas encore comment ça marche. Vous voyez, il faut se rendre compte que c'était il y a 30 ans, ces images. Aujourd'hui, on parle d'homosexualité, de transsexualité, c'est vraiment le pain quotidien. Mais il y a 30 ans, c'était très, très, pas agressif, mais en tous les cas, ça repoussait les limites. Donc, elle avait fait toute cette série de Modern Love. Donc, d'ailleurs, c'était très prémonitoire hein, de notre façon de vivre aujourd'hui, avec cette grande photo, une des premières photos de Kate Moss en 1989. Donc, tout le côté androgyne. Donc, ça veut dire que Jacques Chirac, en fait, il s'associe à ce type d'image. Donc je me fais photographier par Bettina Reims, je suis un homme moderne, je suis un homme ouvert, je suis prêt pour les changements sociétaux. C'est une espèce de message en demi-teinte. Et alors, par ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire votre regard? Oui, lui, il est vraiment à l'extérieur. Et il a des bras dans le dos. Bah oui, c'est quand même embêtant parce que on ne sait pas très bien, ce qu'il fait. On n'est pas très sûr de les mains derrière son dos. Quand on connaît la rhétorique du geste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mutisme de son corps. Qu'est-ce qu'il va faire? On dit il reste pas les bras croisés. Enfin, il n'a pas de main. Quand on fait avec les mains. Et d'ailleurs, dans tous les exercices, par exemple, de mime qu'on fait avec les enfants, tout ce qui est gestuation, quand on veut leur faire apprendre des concepts, quand on fait, on va toujours faire un geste de patte avec les mains. Donc là, en fait, là, il s'est coupé les mains. Bon, c'est quand même ennuyeux et c'est presque prémonitoire, puisqu'en fait, il va avoir un espèce de faux septennat avec des cohabitations. Où en fait, il ne va être que le président fantoche. Donc en fait, il s'est montré sans les mains et effectivement, il n'a pas pu faire grand-chose puisqu'il a eu Lionel Jospin pendant 5 ans de cohabitation. Donc ça, c'est assez...
Enfin, le pauvre, s'il avait su, peut-être qu'il se serait montré en train de faire quelque chose avec ses mains et peut-être que ça aurait conjuré le sort et qu'il n'aurait pas pris ces décisions désastreuses de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il y a autre chose. Une fois qu'on l'a vu, on ne voit plus que ça. Alors, le drapeau français, donc, le drapeau français, il est flouté. Il est un peu. Donc, en fait, est-ce que c'est une Ve République qui est un peu en dilution? Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un président qui est élu, mais qui ne gouverne pas, puisque, en fait, c'est la partie adverse, le camp opposé qui est qui met son Premier ministre. Donc, il a un tout petit drapeau français, un peu éteint et complètement flouté. Mais encore autre chose, une fois qu'on le... Alors, et l'Élysée est complètement flouté, dilué. Donc, ça veut dire que le président, si l'Élysée, c'est le président a disparu, puisque évidemment, c'est pendant 5 ans un Premier ministre qui va gouverner. Et je pensais à encore autre chose. Oui, mais enfin bon, ça peut le... Oui. Ben voilà, voilà. Alors ça, c'est l'erreur magistrale quand on fait de la communication. C'est que une image, une fois qu'elle est là pour toujours. Donc, je ne sais pas ce que M. Chirac a pensé, je ne sais pas ce que Bettina Reims a pensé, je ne sais pas ce que le directeur de la communication a pensé. On ne sait pas tout ça, tous ces gens qui ont créé et qui ont accouché de cette image. Et en fait, finalement, ça ne nous intéresse pas tant que ça, le message qu'ils ont voulu faire passer. Mais en tous les cas, ce que nous, on voit, c'est un homme nombriliste avec son nombril là, juste au milieu, qui n'a pensé qu'à lui. Et vraiment, c'est ce bouton de nacre brillant qui est solaire et qui est au centre de cette image officielle. Et si on relie la carrière du président Chirac à travers ce bouton de nacre, on voit que toute sa carrière politique a été construite sur un opportunisme. Je ne sais pas si c'est de bon ou de mauvais aloi, mais en tous les cas, il a retourné sa veste, comme disait Jacques Dutronc dans sa chanson, assez régulièrement pour accéder, monter dans l'échelle du pouvoir. Donc, ce bouton de nacre est en fait extrêmement révélateur. C'est comme si c'était une synthèse de toute sa carrière politique. Donc, il devait pas être, normalement, il ne devait pas être vu, mais il brille comme un soleil. Alors, juste un clin d'œil, parce que c'est l'heure de nous séparer, et je ne peux pas résister à la tentation de vous le montrer. C'est un tableau, une annonciation de Filippo Lippi, qui a toujours été pensé pour être au-dessus d'une porte. Donc, en fait, en 1450, et c'était prévu, c'était fabriqué pour être au-dessus, très très haut. Donc, en fait, quand on passait dessous, on voyait cette annonciation, mais on ne pouvait pas voir les détails. Et puis, à un moment, le couvent où elle était, je sais pas, a eu besoin d'argent, l'a vendu, et la National Gallery à Londres l'a acheté. Donc maintenant, c'est à hauteur d'homme. Et donc, Filippo Lippi avait fait cette toute petite boutonnière, puisque, en fait, dans la foi catholique, les fidèles pensent que la Vierge Marie, la mère de Jésus, a été fécondée par l'opération du Saint-Esprit, c'est le cas de le dire. Et donc, en fait, le peintre a voulu montrer ce miracle de cette incarnation en faisant passer le rayon de Dieu le Père à travers ce petit bouton. Donc en fait, là, c'est le bouton que le peintre avait mis, le bouton secret qu'on ne devait pas voir, et d'ailleurs qu'on ne voyait pas, parce que même en face, il faut vraiment approcher bien les yeux pour le remarquer. Absolument le contraire de ce bouton de Jacques Chirac qui ne devait pas être là, et pourtant on ne voit que ça. Voilà, je vous remercie. Écoutez, il est 35, j'ai compris qu'il fallait absolument que je m'arrête à 30, mais si vous avez des questions ou si vous voulez voir d'autres images, je suis évidemment à votre disposition. Oui, c'est le premier. Et c'est le premier, et c'est tout à fait dans la perspective
le peuple est un enfant rebelle et indocile et il ne connaît pas son bien, donc en fait on va décider à sa place. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2005, il y a eu un référendum et où les Français, à une large majorité, ont refusé de ratifier le traité établissant une constitution pour l'Europe. Vous vous souvenez de ça? C'était en 2005. Bon, très bien. Mais les gouvernements successifs pensaient que non, il fallait vraiment qu'on ait une Europe forte. Et donc, le peuple a dit non. Eh bien, Sarkozy va dire oui. C'est-à-dire qu'on va faire un autre référendum avec une formule plus légère, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès. On ne va pas appeler ça une constitution européenne, on va appeler ça le traité de Lisbonne. On va faire les modifications nécessaires à la Constitution, non pas en catimini, mais bon, on va changer l'étiquette en fait. On change l'étiquette et on obtient à peu près exactement le même résultat que le projet qui était proposé à la ratification par référendum. Donc là, Nicolas Sarkozy, il affirme « moi, je vais faire quelque chose avec l'Europe ». Et le traité de Lisbonne, c'était quelques années plus tard. Le traité de Lisbonne, c'était en 2008. Vous voyez? Donc, dans son portrait officiel, il affirme son ambition européenne. Et puis après, ça va être mis en musique. Donc, c'est la première fois que cette affirmation européenne, elle est proclamée dans un portrait officiel, à côté du drapeau français. Bon, et là, ce qui est amusant, c'est que Sarkozy n'est pas tellement connu pour être un intellectuel, donc lui, il a besoin de livres. Donc là, les livres, ils sont bien nets. Hein, et il s'est remis dans la bibliothèque qu'on voyait assez nettement dans le portrait de De Gaulle. Et vous voyez que derrière lui, il y a, quand je vous disais, regardez, j'avais attiré votre attention sur le livre qu'on voyait bien dans la bibliothèque. Hein, on le voit ici aussi. Bah, c'est le même. Et d'ailleurs, j'ai découvert à cette occasion qu'à l'Élysée, il y a un conservateur. Hein, c'est maison civile, maison militaire, mais aussi musée avec des collections, des archives. Et donc, qui m'a confirmé que c'était bien le même bouquin. Donc, c'est pas forcément le même. C'est pas le même livre, mais en tous les cas, qui m'a confirmé ce que c'était comme livre, parce que ça a beaucoup... j'étais très curieuse de savoir ce que c'était. Et en fait, c'est le musée imaginaire d'André Malraux. Donc, en fait, c'est amusant de voir que Sarkozy, enfin, je ne sais pas si le président savait maîtriser complètement son arrière-plan, mais il a tout près de son oreille le musée imaginaire d'André Malraux. Et lui, il a choisi un photographe qui n'est pas un artiste, mais il a choisi un photographe plutôt, je ne vais pas dire bling-bling, mais si, c'était ça. Alors, un monsieur qui s'appelle Philippe Varin et qui était le photographe de la Star Academy. Vous voyez, donc on change de registre dans le choix des photographes. Est-ce que vous voulez en voir une autre? Oui. Si ça vous ennuie, que vous voulez. Encore, il a abandonné alors, de rigueur maintenant, il a abandonné le collier de grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur et il a abandonné le sash, le crachoir des grands croix de la Légion d'honneur. Il a juste la petite rosette. Alors, on a beaucoup glosé sur ce symbole qui était là, et parce que ça lui fait une oreille tout à fait, une excroissance d'oreille. Donc, on continue avec les présidents américains, Bill Clinton et puis le jeune Bush. Là encore, des sourires vraiment francs, amicaux, qui sont pas du tout dans la tradition française.
Et Bush, on reconnaît sa vigueur très patriotique avec le double drapeau. Il a le drapeau sur ce revers de son veston et une redondance de drapeau et le drapeau derrière son visage. Mais là, aucun fond. Et une bibliothèque floutée de l'autre côté pour Clinton. Et voilà le livre qui était derrière lui, dont on a un gros plan, Psychologie de l'art d'André Malraux. C'est une bibliothèque, vous voyez, qui est un endroit très... ce bureau est utilisé à l'Élysée et on le voit souvent dans des rencontres officielles. Ça, je vous ai mis ça parce que je trouvais que c'était amusant de voir la permanence de ces décors. La Chirac avec le pape Jean-Paul II, et on voit bien le bouquin d'André Malraux, et puis ici avec Gorbatchev. Même bibliothèque, même livre. Alors, le portrait de François Hollande. Alors là, pour le coup, François Hollande renoue avec la tradition des photographes artistes. Et là, il a choisi de se faire photographier par Raymond Depardon. C'est un moment où lui, à nouveau, il sort dans le jardin. Il sort dans le jardin comme Chirac. Alors, est-ce que c'est la marque de fabrique des anciens députés de Corrèze? On ne sait pas, mais en tous les cas, il y a une similitude. Et pour le coup, les drapeaux, là, sont un peu dilués. Ils sont pas... Enfin, il n'y a pas de noblesse patriotique dans ces drapeaux, que ce soit pour l'Europe ou pour la France. Ils sont effacés, ils sont en retrait et ils font plutôt penser à du linge qui sèche, des tapis. Donc il y a quelque chose qui est un peu... c'est un président normal, mais tellement normal que tout le panache, tout le décorum lié à la fonction de la présidente de la République est malheureusement effacé. Parce que là, en fait, le corps naturel et le corps privé de François Hollande ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est le corps politique, c'est l'image qu'on donnera du corps politique et de la présidente de la République. Donc peut-être serons-nous déçus de voir uniquement des drapeaux, parce que l'Europe, c'est important, la France, c'est important. Le drapeau, c'est premiers articles de la Constitution. Donc, est-ce dommage de le diluer, de le mettre en fond complètement effacé? Alors, on pouvait reprocher à Chirac il n'a pas de main, il n'a rien fait. D'ailleurs, c'était prémonitoire, il n'a pas fait grand-chose. En tous les cas, pendant 5 ans, il a eu un gouvernement socialiste et bon, c'était pas son parti. Et en revanche, Monsieur Hollande, il fait penser à une autre expression française. Oui, mais ne reste pas là les bras ballants. Et donc, cette idée des bras ballants dans notre culture visuelle française, je ne sais pas dans les autres pays, mais nous, on a, parce que c'est dans pas mal de manuels scolaires, c'est attendez, je vais vous le montrer là, voilà, c'est le Gilles de Watteau, vous voyez, le personnage gentil et bête qui se fait avoir, qui se fait manœuvrer et qui est là les bras ballants. Donc, cette idée de présenter le corps politique du président de la République, les bras ballants, dans une posture qui fait vraiment penser au Gilles de Watteau, est-ce que c'est vraiment astucieux? Je ne sais pas, je pose la question. Et là, je vais vous montrer évidemment, il y a eu toute une série de prises de vue du président normal, en train de marcher normalement, dans un jardin qui n'est pas normal et pour un métier qui n'est pas normal et une fonction qui n'est pas normale non plus. Donc en fait, c'est vraiment cette réconciliation des contraires qui était très ambitieuse, mais qui finalement n'a pas forcément été féconde. Voilà. Et puis,
donc là, c'était pour vous montrer le travail de Depardon sur la France rurale, la France qui se transforme. Il y a eu une grande exposition rétrospective à la Bibliothèque nationale il y a une dizaine d'années. Et donc, il s'intéresse vraiment, et s'est beaucoup intéressé à la France rurale. Et puis, c'est lui qui avait fait une partie de campagne qui avait suivi Valéry Giscard d'Estaing au moment de son élection. Monsieur Obama, aux États-Unis, alors fidèle à la tradition américaine, le sourire. En fait, il y a eu deux photos pour son premier mandat et son second mandat. Donc, le sourire, les bras croisés, et puis les drapeaux américains. Alors, drapeau américain redondant à la fois sur son revers de veste et puis derrière lui. Et une petite ouverture vers l'extérieur avec la fenêtre dont on distingue vaguement le paysage. Alors, Donald Trump, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que le site de la Maison-Blanche a été complètement refait. Donc, en fait, quand Donald Trump a été élu, c'était cette photo qui était en circulation, avec un site de la Maison-Blanche assez... enfin, pas tellement professionnel. Enfin, bon, pas vraiment de photos. Par exemple, pour Eisenhower, sur le site de la Maison-Blanche, au moment de l'élection de Donald Trump, on voyait un portrait à l'huile. Parce que la tradition américaine, c'est qu'une fois que le président des États-Unis n'est plus président, on va lui faire un portrait et qui va être exposé dans un musée sur le Mall de Washington. Donc, sur le site de la Maison-Blanche, au lieu de voir une photo de Eisenhower, on voyait le portrait à l'huile d'Eisenhower. Donc aujourd'hui, le site a été complètement remanié et on a des photos toutes sur le même format de tous les présidents des États-Unis. Et il n'y a plus cette photo de Donald Trump, il y en a une autre, attendez que je vais vous montrer, voilà, qui est celle-ci. Donc qui est beaucoup plus à son avantage. Donc c'est un mystère, on s'est beaucoup interrogé, ça va pourtant... ce président qui était très perfectionniste de la communication, enfin qui était vraiment un as de la communication, qui communiquait beaucoup, comment a-t-il pu choisir ce tableau, enfin, cette image de lui qui n'était pas du tout souriante. Donc là, celle-là, elle est beaucoup plus traditionnelle. Il est souriant, il n'a pas mis sa cravate rouge, donc en fait c'est plus neutre, et on a le vrai patriotisme américain à nouveau avec le double drapeau sur le veston et le drapeau qui est derrière. Tandis que quand on regardait celle-ci, là ce qui était très nouveau, c'est qu'il était devant la Maison-Blanche, il avait un fond de Maison-Blanche. Donc en fait, il parlait de lui, il décuplait son corps politique, puisque en fait, quand on parle du président français, on va dire l'Élysée, quand on parle du président américain, on va dire la Maison-Blanche. Donc là, il a la Maison-Blanche, plus le drapeau américain, plus la cravate rouge, plus le pins sur le revers de veste. Voilà, donc, mais cette photo, aujourd'hui, vous allez sur le site de la Maison-Blanche, vous la voyez plus, vous la voyez... vous voyez celle que je vous ai montrée après. Et puis, bon, est-ce que je vous épargne celle du président Macron? Parce qu'elle a été extrêmement commentée. Et d'ailleurs, c'est bien là l'idée de se servir de ce portrait politique comme un support de communication et un support de légitimité. Que chaque détail a été artistement choisi parce que on a beaucoup communiqué dessus. C'était une façon pour le président de la République de faire passer des messages, de partager un certain nombre de valeurs qui voulaient être associées avec sa personne, son corps privé et avec son corps politique, son corps public. Bon, j'en reste là ou est-ce que vous avez des commentaires, des désaccords, C'est peut-être que j'étais un peu ferme dans mes démonstrations, mais c'est justement pour provoquer les commentaires et les désaccords.
Oui. Oui. Oui, le roi est mort, vive le roi. Exactement. Ah, mais vous avez bien raison de le faire, ce lien, parce que c'est complètement ritualisé, et c'est ritualisé de plus en plus. Vous voyez, entre toutes les images qu'on a vues, que je vous ai montrées de la Troisième et de la Quatrième République, vous voyez, on voit bien un changement entre René Coty et puis le général de Gaulle. D'abord, on passe à la couleur, et puis tous les signes qui portent, ces signes extérieurs de pouvoir, ces signes extérieurs de légitimité. Et de toute façon, la représentation, enfin, le sacre, la ritualisation de l'acceptation et de l'endossement du pouvoir, ça c'est vraiment extrêmement traditionnel dans la condition humaine de toute façon. Oui, je peux. Alors là, pour le portrait de Macron, je ne veux pas vous faire perdre votre temps parce que vous mettez portrait officiel Emmanuel Macron. Il y a des centaines de gens, compétents ou non, mais il y a beaucoup de... Enfin, il y a énormément de choses qui ont été écrites. Autant pour les autres portraits, rien. Mais pour celui de Macron, beaucoup de choses. Alors, moi, je vais vous parler de ce qui m'intéresse. C'est que... Est-ce que vous avez remarqué que dans le discours du président de la République, il utilise beaucoup la tournure en même temps? En même temps, c'est non tantum sed etiam, c'est la structure latine. Et Emmanuel Macron est un lettré, il a fait une cagne, une hypocagne. Enfin, il a un profil qui fait penser à celui de Pompidou, vous savez, puis après il a été banquier chez Rothschild. Et donc en fait c'est vraiment un intellectuel qui a été formé par d'excellents professeurs. Et je citais Christian Monjou tout à l'heure parce qu'on a partagé le même professeur. Donc en fait il est vraiment imprégné de philosophie. Et ce que nous a vraiment appris ce professeur, Christian Monjou, c'est la réconciliation des contraires. Donc en fait, cette idée qui vient d'Héraclite, donc 7 siècles avant Jésus-Christ, et puis qui a été repris par Nicolas de Cuse, un moine humaniste de la Renaissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité simple, il faut transcender les oppositions et faire coïncider les opposés. Et c'est ce qui rend extrêmement difficile l'exercice du pouvoir. Donc en fait, si le président de la République dit tout le temps « en même temps », c'est parce qu'il a cette formation philosophique du fait qu'il faut essayer de trouver des solutions qui transcendent les oppositions. Donc c'est extrêmement complexe et extrêmement difficile. Et donc il faut être à la fois ici et ailleurs, maintenant et demain, savoir être visionnaire. Donc le fait qu'il ait cette fenêtre ouverte sur l'ailleurs, sur les possibles, sur l'extérieur, c'est cette expression de la réconciliation des contraires. Je suis ici président dans mon bureau. Et lui, il n'est pas allé dans la bibliothèque de Sarkozy, Pompidou et de Gaulle. Il dit, je suis à mon bureau, c'est-à-dire ma table de travail. Je travaille pour mes compatriotes et en même temps, je suis ouvert vers le monde. J'entends le bruit du monde. Je vous écoute. Je ne suis pas enfermé. Donc, en fait, cette image-là, elle est vraiment l'expression de cette approche philosophique de la réconciliation des contraires. Ensuite, un autre détail qui est toujours celui de ce professeur, qui est celui de la relation au temps. Il a cette petite horloge qui est là. Et l'horloge qui est là, être maître des horloges.
si je suis leader, si je suis responsable, je suis maître du temps. Enfin, je cherche à être maître du temps. Et d'ailleurs, vous le voyez bien dans les entreprises, chacun a son calendrier. Est-ce que ce sera le bon moment? Vous voyez, il faut faire et agir dans l'espace et dans le temps. Donc, avec cette horloge, il vous dit, moi, je suis ouvert, maître de mon temps, et j'imposerai mon calendrier aux gens qui me suivent. Et alors, je peux vous montrer une autre image, mais je suis sûre, enfin non, je ne suis pas sûre, mais c'est une image que j'ai découverte grâce à mon professeur. Ces deux images, voyez, du Titien. Et je suis sûre que le président Macron a aussi découvert ces images avec notre professeur Christian Bonjour, et qu'on les retrouve dans son portrait. Alors, là, vous voyez un chevalier de Malte de Titien avec une horloge, donc la même qui est là. C'est-à-dire, je suis maître de mon calendrier, je déciderai, on ne décidera pas à ma place au moment où je le veux. Mais lui, ce chevalier, il est dans un univers clos et fermé. Donc, en fait, il tourne en roue libre. Cet autre portrait d'Éléonore de Gonzague montre cette femme, maîtresse du temps, avec la fenêtre ouverte sur l'extérieur. Donc ça veut dire que vraiment, je veux être maître de mon calendrier, maître des horloges, dans la confrontation avec le bruit du monde. Alors peut-être qu'il n'y a pas du tout pensé, mais en tous les cas, c'est à travers ce prisme que moi, je vois ce portrait. Bon, alors évidemment, après, il y a toutes les choses extrêmement classiques là, que vous trouvez sur Internet en tant que bon, les deux drapeau européen, drapeau français. Donc le drapeau européen, donc, il se met bien dans la filiation de Sarkozy, du président Sarkozy. Il n'est pas dilué, il n'est pas flottant, il n'est pas lointain, il est vraiment là et présent. Et d'ailleurs, quand on écoute ses discours de campagne aujourd'hui, l'Europe est vraiment centrale. Donc là, pour le coup, il est fidèle à sa patrie et fidèle à son vœu d'une Europe forte. Et il annonce la couleur dans son portrait officiel. Le petit coq gaulois, il est devant le drapeau français, donc là, redondance aussi. Et puis, il a les téléphones portables qui sont derrière lui, donc il est en prise avec le réel. Et puis, il y a les deux livres alors là, qui vous font rentrer dans son intimité, l'intimité de son corps privé, mais en fait, ça, on les voit ici, là, ici et ici. Il y a deux livres fermés, un livre ouvert. Le livre ouvert, c'est les mémoires du général de Gaulle. Parce qu'évidemment, ça c'est très travaillé, c'est fait pour que les journalistes disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il avait derrière lui? Ah, mais on va vous raconter. » Puis le service de com vous fait un beau ah, mais c'est les mémoires du général de Gaulle. Bon, donc très bien. Mais on tient la page secrète, donc on ne sait pas quelles sont les pages qu'il a retenues. Mais une filiation gaullienne dans la tradition de la Ve République, fidélité au père fondateur, et du côté du drapeau. Donc en fait, la patrie, honneur et patrie, c'est quelque chose d'important pour la République française. De l'autre côté, on a deux livres qui sont fermés, qui nous introduisent dans sa sphère privée, et normalement, ça ne devrait pas nous intéresser. Et là, on ne peut pas le voir, même en faisant un gros plan, mais heureusement, il y a un très bon service de communication, donc tous les journalistes ont pu le reprendre. Il y a le rouge et le noir, donc un jeune homme amoureux de Madame de Rênal, un peu plus âgé que lui, bon, très bien, mais ça se termine très mal, puisqu'il va être décapité, le pauvre Julien Sorel. Donc je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas prémonitoire, mais bon, voilà. Et le deuxième, c'est les nourritures terrestres d'André Gide. Est-ce que cette activité du corps privé a quelque chose à faire dans une image du corps politique? C'est une question qu'on peut se poser. Et voilà. Et il est bien à côté à sa table de travail. Donc en fait, il va œuvrer pour la nation, œuvrer pour la patrie. Là, vraiment, ça fait 1h30 que je parle. Et je vous remercie.